Bienvenue dans ce nouvel épisode de Couleur 9.4. Aujourd'hui, c'est Yvan qui interviewe Lucas Finet. Lucas Finet, directeur sportif de l'Entente Athlétique 94 et également entraîneur de Sprint EV. À travers cet épisode, vous allez découvrir le parcours de Lucas, mais également sa vision du poste de directeur sportif et ce que ça implique sur sa gestion quotidienne du club et sa vision également de l'entraînement. Bonne écoute à tous et à très vite. Eh bien, bonjour Lucas. Donc aujourd'hui, nouvelle interview pour Couloir 9-4. Tu es donc notre invité aujourd'hui. Non pas seulement en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'entraîneur, en tant que directeur sportif de la CP Joinville. Donc, comme à l'accoutumée, on va te laisser te présenter ton parcours, tes fonctions, toi et l'athlète, etc., etc. Bonjour. Donc déjà, je suis très honoré d'être invité de ce podcast que j'écoute régulièrement. Je trouve que c'est une bonne initiative de faire parler un peu les acteurs de l'athlétisme dans le Val-de-Marne. Donc moi, j'ai commencé à athlète en Benjamin. J'étais dans le sud de la France et puis j'ai eu ensuite un parcours STAPS que j'ai poursuivi en région parisienne sur Créteil. Et donc quand je suis venu en région parisienne, j'ai signé à Joinville. J'ai donc un parcours plutôt prof de PS à la base, mais j'ai bifurqué sur les aspects relatifs au club quand j'ai commencé à travailler pour la C Paris Joinville. Donc au début sur des missions plutôt administratives, sur l'encadrement des jeunes et puis sur la forme santé. Et puis au fur et à mesure, on suit ces athlètes, on monte minime, cadet, et puis on va vers les spécialités. Donc j'ai entraîné évidemment des plus grands, sprint EV. Aujourd'hui, je me suis plus spécialisé dans le 400 E. Et je suis plus agent polyvalent, je suis devenu directeur sportif du club, donc en charge de la politique sportive de la C Paris Joinville, qui est une section locale de l'Entente Athlétique 94. Donc voilà, à côté de ça, je suis membre de l'équipe technique régionale auprès de la Ligue Île-de-France sur le sprint long et basse. Et je suis aussi formateur pour la FFA. Donc j'interviens avec Frédéric pour le comité sur les formations U12 et puis auprès de la Fédé sur tout ce qui est CQP, initiateur, sprint EV. Je suis jury d'examen aussi sur les CQP, sur les DES en sprint EV. Donc voilà. Et puis là, je suis sur un regroupement national pour les U18. Donc voilà. Donc les missions d'entraînement sont jamais très loin des missions de direction sportive. Je pense que c'est quand même intimement lié pour comprendre un petit peu l'athlétisme du terrain, d'avoir toujours ce pied sur l'entraînement. C'est clair. Et on te remercie d'autant que tu es sur le terrain aujourd'hui, que tu t'es rendu disponible. Donc aujourd'hui, la question un petit peu pour nous, c'était un petit peu d'explorer ta fonction, ta mission de directeur sportif, telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui peut changer. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur quel secteur tu officies davantage ou pas d'ailleurs, compétition, formation, santé, loisirs. Voilà, je te laisse la parole. Voilà, alors vraiment c'est une mission. On a étendu la mission sportive à Joinville sur vraiment toutes les sections du club, toutes les catégories, donc des baby jusqu'au master forme santé. Le directeur sportif, il a une politique sportive et des choix stratégiques qui sont faits. Donc ça passe par les créneaux qu'on ouvre, les entraîneurs qu'on met en place, les objectifs que l'on fixe pour la saison. Et donc effectivement après tout ce qui est gestion de budget, gestion managériale, être aussi une interface entre la partie collectivité qui nous met à disposition les installations et les entraîneurs qui ont des contraintes et des demandes. Donc tout ça on le gère. Et puis après il y a la partie évidemment visible de l'iceberg, avec tout ce qui est interclub, championnat de France, etc. Mais ça ce n'est que la résultante de tout le travail de fond qu'on fait à l'année sur le terrain, le matériel, les créneaux, les organisations, les stages, etc. Donc voilà, c'est vraiment une vision globale du projet sportif, mais pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait un projet sportif et qu'il y ait une adhésion évidemment de tes adhérents, mais de tes entraîneurs à ce projet sportif-là. Et derrière, le présenter aux élus et le mener de A à Z sur le terrain au quotidien.
Alors c'est parfait parce que tu fais presque la transition sur la question qu'on avait prévue. Enfin, je dis qu'on avait prévu parce qu'on a construit ça aussi avec Frédéric. Et donc, quel est ton rôle en fait en termes de fixation d'objectifs au sein du club, euh, d'une manière peut-être plus narrative. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu interviens ou c'est plutôt chaque groupe qui se gère un peu? Enfin, voilà, athlétisme, sport individuel, sport collectif également. Comment tu te positionnes par rapport à ça en termes ouais, sur les objectifs, on va dire? Nous, on a un projet sportif, on a un projet de club et donc un projet sportif qui est validé par notre comité directeur. Donc, le projet, il a été rédigé et proposé et validé. Donc, à partir de là, on le décline au quotidien. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ce projet, il aille à son terme. Évidemment, en fonction du secteur sur lequel on va travailler, on va laisser plus ou moins de latitude au groupe, aux entraîneurs. J'ai des entraîneurs de très haut niveau au club qui n'ont pas besoin que je vienne superviser ce qu'ils font tous les jours, et encore heureux. Mais évidemment, on a des coachs en formation, tu le disais tout à l'heure, hein, le rôle sur la formation des entraîneurs, où là, on va plus accompagner, on va plus aider, on va plus parler de connaissances théoriques, de contenu, de problématiques de terrain. Donc je pense surtout aux jeunes entraîneurs hein, qu'on va accompagner, puisque ça c'est quelque chose qu'on renouvelle continuellement. Donc je pense que chaque club doit vraiment toujours se poser la question du renouvellement de ses entraîneurs, parce que il y a très peu de professionnels et donc les gens vont et viennent. Et donc voilà, donc c'est une vision globale. C'est vraiment ça, c'est adhérer, avoir un projet, y adhérer et après le mettre en œuvre sur le terrain avec cette petite touche un peu de sensibilité sur l'expérience des gens, leur vécu, leurs connaissances et ce que nous on peut apporter, que ce soit en termes logistiques ou en termes de compétences vraiment purement athlétiques, quoi. Donc le directeur sportif c'est pas le chef des entraîneurs, c'est celui qui va voilà faire en sorte que tout le monde est dans les bonnes conditions pour réussir, qui va apporter son soutien sur voilà du matériel, des formations, qui va coordonner aussi le travail, parce qu'il y a un moment où on va forcément se regrouper pour des relais, pour des stages, pour des interclubs, et donc voilà c'est un petit peu un rouage quoi qui fait que toute la machine voilà va fonctionner ensemble sans accroc et qui va mener tout le monde vers le même objectif. Ouais, du coup, tu dois aussi finalement savoir où tu vas, mais t'adapter un petit peu au. Enfin, voilà, rien n'est égal, tout est adapté Absolument, selon les secteurs, selon les coachs, bien sûr. selon les objectifs et peut-être même selon les besoins enfin, j'imagine des points un petit peu plus insistants certaines saisons que d'autres, enfin, etc., etc. Ne serait-ce que parce que parfois les comptes, on va dire les réglementations FFA changent aussi, enfin. J'imagine un Mm. peu tout ça. Moi, j'avais une question, hein, quand tu l'as déjà un peu développé, c'est sur la formation. On s'est connus il y a quelques années quand on était tous sur les deux écoles d'athlètes de Joinville et Moine-Nogent, donc on avait un petit peu mutualisé. Et qu'est-ce que tu portes aujourd'hui comme regard sur l'école d'athlètes? Alors au sens où on va dire qu'on peut penser qu'en tout cas pour le secteur compétitif, c'est le début de tout. Aujourd'hui, en tant que enfin directeur sportif, pardon, comment tu te positionnes là-dessus? Est-ce que tu as une main particulière ou pas? Alors aujourd'hui, moi, je me suis très longtemps occupé de la coordo des écoles d'athlétisme. Aujourd'hui, j'ai délégué cette tâche parce que ça commençait à être compliqué à rajouter dans mon planning et je pouvais plus le faire correctement. Mais bon, ma vision de l'école d'athlétisme, c'est évidemment que on prépare notre jeunesse à l'avenir. Euh, je pense que la difficulté qu'on a principalement dans les clubs, c'est que très souvent sur les catégories éveil, poussin, benjamin, on met des coachs qui débutent, parce que les coachs confirmés veulent pas forcément s'occuper de ces catégories-là. Et on se retrouve avec des gamins qui montent de catégories, qui arrivent en minime et qui n'ont pas forcément des bases, des fondamentaux athlétiques, et qui sont très difficiles à rattraper année après année. Donc la vraie difficulté, elle est là, c'est de faire vite rentrer en formation ces jeunes entraîneurs, d'avoir toujours quand même des référents avec de l'expérience sur l'encadrement
même pour les catégories des tout petits. Et puis, essayer Moi, je considère que la politique fédérale aujourd'hui, il y a un vrai travail qui a été mené sur les outils passe athlée, sur les kits athlés, les kits cross, qui quand même donnent des contenus aux entraîneurs. Et je vois pas pourquoi il faudrait passer à côté de ça, alors que le travail a été vraiment fait dans le fond, quoi, avec la plateforme, avec. Alors là, je prêche un peu moi les formations, mais voilà, donc après, évidemment, chaque entraîneur va mettre sa touche, mais il faut qu'on ait un langage commun dès les jeunes catégories. C'est quoi la pose d'un appui, c'est quoi un alignement. Alors, on va pas le dire comme ça aux gamins, bien sûr, mais ce sont des choses qu'on peut faire par le jeu, par des situations tout à fait ludiques, et puis petit à petit qu'on va amener vers nos situations de référence. Mais voilà, c'est la base, quoi. Donc si on s'écarte de ça, alors, en plus nous à Joinville et dans l'entente, on a vraiment mis la jeunesse au cœur de notre projet, donc on est d'autant plus touché par ça, mais parce que on n'a pas les moyens d'acheter les meilleurs athlètes du monde, donc on veut les former. Et je pense que c'est la majorité des clubs qui doivent se poser cette question-là: comment mieux former, mieux accompagner nos jeunes athlètes. Et aujourd'hui, il faut vraiment se donner les moyens sur l'encadrement, sur ça pour avancer. C'est clair, mais ça fait plaisir à entendre en tout cas. Concernant justement un petit peu ce cursus des athlètes, on sait, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des transitions qui sont plus difficiles. Alors on va dire elles sont plus difficiles, ou en tout cas elles sont un peu structurantes. Parfois structurantes parce que on a des gros trous de catégorie. Pour toi, c'est quoi on va dire la transition la plus alors je vais pas dire si difficile mais sensible? Pour moi, il y en a une qui est évidente, hein, je pense qu'il vient à l'idée un peu de tout le monde, c'est la transition minime cadet, parce qu'on change on change d'école, hein, on passe du collège au lycée, et puis très souvent on passe du multi-épreuve au groupe de spécialité. Donc cette première transition-là, je vais y revenir juste après, mais pour moi il y a une autre transition qui est très délicate et qui est très sous-estimée en France, et qui fait que je pense on passe à côté quand même de pas mal de profils pour faire du haut niveau. C'est la transition post-bac, c'est donc entre junior 1 et junior 2, où on se retrouve avec beaucoup de bacheliers qui arrivent dans des parcours qui sont pas aménagés pour faire du sport. Alors bon, la fac, il y a un peu moins d'heures, mais dès qu'on est en médecine, en prépa, en école de commerce, école d'ingé, etc., c'est des gens qui avaient du talent et qui n'arrivent plus à s'entraîner. Donc là, on perd beaucoup de profils sur ces années-là, et je pense que c'est sous-estimé par les clubs. Mais si je dois revenir sur les minimes cadets, c'est comme si on passait de l'école d'athlétisme, hein, puisque au sens large du mot école d'athlétisme, hein, à l'athlète des grands. Et en fait, la transition, elle doit se faire progressivement, parce qu'on sait bien qu'une rupture, c'est jamais forcément positif, surtout à cet âge-là de l'adolescence où ils ont besoin de repères. Donc ils vont quitter souvent leur groupe d'amis pour aller vers des groupes de spécialité. Ils sont pas forcément prêts physiquement, mentalement, et donc il y a un vrai accompagnement à faire de ce côté-là. Donc, pour moi, il y a deux choix qui sont possibles, hein. Il y en a même trois, mais il y en a un que je prône pas trop. Le premier choix, c'est basculer de minime vers un groupe cadet, hein. Le deuxième choix, c'est de passer par un groupe intermédiaire où on va faire du multi-épreuve, mais avec que des cadets, pour aller après plus tard peut-être en junior sur des spécialités. Et la troisième option, c'est de monter avec son coach année après année, avec le risque que le coach puisse pas s'adapter petit à petit au contenu nécessaire aux grandes catégories. Donc partant de ces trois principes-là, de ces trois postulats-là, les clubs vont faire leur choix avec leurs moyens, avec leur philosophie. Voilà, donc nous on a fait un choix qui est celui d'accompagner les minimes vers des groupes de spécialité en cadet. C'est le moins mauvais choix, mais il faut aussi les personnes ressources derrière. Il faut aussi créer les conditions pour que le cadet se sente bien dans les contenus, dans le groupe, etc. Donc voilà, c'est un vrai travail à faire avec la famille, avec le jeune, et c'est vraiment pas évident. On a créé aussi nous cette année un groupe évolution où tous ces minimes qui s'entraînent pas trop, qui savent pas trop vers où aller, eh ben ils vont pouvoir venir 2 fois par semaine dans un groupe où il y aura pas de contraintes compétitives. Par contre, ils pourront continuer à faire de l'athlé, à faire des fondamentaux, à se développer. Et peut-être plus tard, peut-être que c'est une maturation plus tardive psychologique, ils pourront aller vers des groupes compètes s'ils ont envie de s'entraîner plus.
Mais l'idée, c'était vraiment de décharger nos groupes compètes de ces gens-là qui s'entraînent plus ou moins euh, pour conserver voilà, une dynamique vraiment de performance. Et oui, mais c'est vrai que c'est un peu, je crois que c'est Stéphane Diagana qui évoquait ça aussi, le fait que des jeunes athlètes se retrouvaient un peu perdus à plus être avec leurs copains, que d'autres ils trouvaient complètement leur compte parce qu'ils étaient déjà dans une logique complète. Après, je pose la question de savoir pourquoi les gamins ils arrivent comme ça à 15 ans alors qu'il y a des enfants qui à 11 ans savent déjà entre guillemets ce qu'ils veulent faire. Mais euh, mais c'est sûr que la On a, médiane elle est on a, intéressante. Ouais, on a à notre échelle de l'athlétisme les problématiques qu'il y a à l'école. Hein. Les enfants vont pas tous à la même vitesse. Et je parle pas de sprint, hein, je parle de développement. Ils vont pas tous à la même vitesse. Et oui, il y en a qui sont matures plus tôt, que ce soit physiquement ou mentalement. Et c'est pareil dans l'athlétisme. Donc les problématiques qu'a l'éducation nationale, on les a nous dans nos clubs. On est plus petit, on a moins de staff et il faut qu'on arrive à gérer ça. Mais l'enjeu, il est majeur si on veut avoir des athlètes compétiteurs dans les catégories cadet et plus. Quoi. Alors tu élargis le sujet, tu parles de l'éducation nationale. Alors on va pas élargir jusqu'à l'éducation nationale, mais en tant que directeur sportif, forcément, on l'a dit, c'est pas forcément un poste, enfin une fonction qui existe dans beaucoup de clubs d'athlètes pour des raisons de dimensionnement, des raisons économiques. De ton côté, comment tu travailles, toi, comment tu te prépares en tant que directeur sportif, sur quelle base tu travailles? Est-ce que tu t'inspires par exemple de d'autres directeurs sportifs dans d'autres sports où on va dire que ce poste-là est plus largement pourvu, donc typiquement les sports co. Voilà, le champ est libre de t'exprimer là-dessus. C'est vrai que c'est vrai qu'en athlétisme, c'est pas évident pour les clubs de financer ce genre de poste. Après, ça peut être pas forcément des gens qui sont à temps plein, mais au moins avoir une personne peut-être référente technique, pas forcément directeur, mais qui a un peu ce recul, cette expérience et ce regard pour mener le projet. Après, oui, évidemment qu'il y a des gens qui sont inspirants. Le problème des autres sports, c'est qu'un directeur sportif en foot, il va beaucoup gérer le recrutement, enfin voilà, des choses que nous en athlée, on ne fait pas du tout à la même échelle. Donc c'est un peu difficile de s'inspirer, mais ça reste des gens voilà, qu'on le regarde de la base de la formation des jeunes athlètes jusqu'à l'élite de ton club. Donc ça c'est évident. Après, bah, il y a des clubs qui travaillent bien. Hein, il suffit de regarder les résultats aux interclubs ou au classement des clubs pour voir qui était 50e il y a 10 ans et qui est en tête aujourd'hui pour se dire ah bah là si c'est pas l'argent qui a amené les athlètes, qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. Donc ils ont structuré, ils ont mis les bonnes personnes, ils ont su créer du lien avec le monde scolaire, avec leur ville souvent. Ce sont des clubs souvent qui sont bien insérés dans leur ville et qui font de l'animation, qui font des événements. Ce sont des clubs qui ont su voilà, mettre des formateurs avec des diplômes, avec des objectifs, et puis des coachs de spécialité qui savent accueillir des jeunes athlètes, les faire progresser. Tout ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais en fait, c'est des trucs basiques. Alors effectivement, il y a un moment, on se pose la question des moyens, c'est sûr, puisque bah un bon coach, ça coûte des sous, c'est normal. Mais à défaut, au moins avoir des bons formateurs et les accompagner dans le processus de formation. La formation, c'est pas forcément s'inscrire à une formation FFA. Hein, ça peut être côtoyer des entraîneurs différents, faire des échanges. Le podcast que vous avez créé, ça va complètement dans ce sens-là, hein, de faire parler un petit peu les gens du monde de l'athlétisme. Donc voilà, mais bon là j'ai beaucoup parlé, mais oui, des clubs inspirants. Je vais pas en citer parce que c'est pas le but, mais il suffit de regarder qui tourne bien sans énormes moyens financiers et on sait que derrière il y a une équipe humaine qui fait du bon boulot. Puis c'est des clubs qui dans la durée voilà, ils ont pas besoin d'une grosse génération pour se faire voir. Ils sont présents à tous les championnats, ils sont présents en relais, ils sont présents aux interclubs année après année et ça tourne bien. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a des indicateurs comme les interclubs à venir, par exemple, quand Par exemple, qui commence à arriver au niveau des interclubs à venir, les équipes athlées sont un bon révélateur aussi. peut-être ça va arriver derrière, quoi. Ça, c'est clair Ça. aussi. Frédéric avait une question. Il est toujours là, il est là avec nous. Il me disait, en tant que maintenant
en occupant cette fonction de directeur sportif, en quoi ça a influé, toi, sur le terrain, en tant qu'entraîneur? Est-ce que, en fait, aujourd'hui, j'aurais reformulé la question de Frédéric, est-ce que tout entraîneur pourrait passer directeur sportif pour apprendre à entraîner différemment ou à concevoir des choses différemment? Alors, je pense que c'est bien d'entraîner ou d'avoir entraîné pour être directeur sportif. Je pense qu'il y a plein d'entraîneurs, ça n'intéresserait pas de faire directeur sportif parce que bah on se retrouve avec des contraintes quand même. Des fois, faut gérer des égos, faut quand même voilà, faut gérer des notes de frais. Bon, c'est pas que c'est pas que du fun et du technique, mais c'est vrai que ce que ça m'a apporté moi en tant qu'entraîneur, bah, c'est vraiment ça, cette prise de recul sur d'où on vient, où on veut aller, quoi. C'est avoir une logique juste dans sa démarche. C'est pas juste je viens, j'entraîne, je repars. C'est vraiment voilà, qui je prends comme athlète, pour quel projet, où ils se situent dans mon club. Est-ce qu'ils sont dans une logique, voilà, je découvre l'athlète ou je veux faire de la perf. On essaie aussi de travailler vraiment par spécialité, même en sprint, sur quelle spécialité je veux m'orienter. Et puis, bah, après, essayer, oui, de créer des ponts entre les entraîneurs, ça, c'est un des défis majeurs, parce que en athlétisme, je trouve que les entraîneurs ne parlent pas beaucoup, enfin, ils parlent entre eux, mais ils parlent pas beaucoup des séances ou des contenus, au final. Et je trouve que c'est un peu dommage, puisque je pense qu'on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. Et donc voilà, c'est un peu ça que ça m'a apporté, cette ouverture vers les équipes, vers voilà, la dimension vraiment de projet sportif, quoi, du club, de l'athlète, de l'entraîneur. Est-ce que ça colle? Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on va au même endroit? Donc c'est plus ça, quoi, que ça m'a apporté. Après, de manière un peu plus triviale, tous les aspects logistiques, et il y en a quand même pas mal, surtout alors en sprint haies, on a besoin de haies, de start, on a besoin d'une salle de muscu, on a besoin de traîneaux, on a besoin voilà, de côtes, on a besoin d'être en salle l'hiver. Tous ces aspects-là, l'entraîneur il va les exprimer, mais il va pas forcément mettre en œuvre les choses pour se les procurer quand il y a un club structuré derrière. Et c'est vrai que ça, bah oui, là c'est de mon ressort, et faire en sorte qu'on ait les conditions pour faire de la performance. Oui, j'ai vu ce que ça nécessitait derrière l'autre côté du terrain, et voilà, ça c'est sûr. C'est clair. Et en termes justement, tu parles d'achat de matériel, t'es amené à arbitrer, à favoriser, enfin, favoriser, le mot est un peu ambigu, mais à encourager, à orienter peut-être? Ouais, bien sûr. Nous on a un projet qui est axé sur la formation, sur la perf et sur l'événementiel. Donc, à partir du moment où on fait de l'événementiel, il nous faut du matos, de compète. Le moindre javelot, le moindre marteau, ça coûte hyper cher. Ça se dégrade si on les utilise à l'entraînement, donc il faut les réserver pour la compète. Les starting blocks, pareil. Les F, qu'elles soient entretenues. Si la ville ne le fait pas, il faut que ce soit le club. Enfin, il y a tout un tas de choses. Voilà, déjà rien que sur l'événementiel. Et alors après, évidemment, sur la perf, bah, les coachs, ils ont des demandes. Et oui, il faut arbitrer. Donc nous, on a des enveloppes qui sont limitées dans les clubs. Mais je pense que l'investissement matériel, c'est une des bases du moindre projet sportif, parce que si on peut pas chaque année essayer d'investir dans du matériel, que ce soit pour les jeunes catégories ou pour nos élites, bah forcément ça veut dire que le matériel se dégrade et où on n'avance pas dans ce qu'on veut faire. Et je pense que ça devrait être inscrit dans les budgets. Alors parfois c'est pas possible, hein, on a d'énormes contraintes avec les subventions qui sont en baisse, etc., les charges de déplacement qui augmentent. Mais c'est essentiel si on veut que le club avance. Ça me paraît être un point essentiel. Alors après, il y a des demandes, des fois, si on me demande d'acheter, on m'a déjà dit, hein, on peut acheter un 1080, ça coûte 20 000 balles. J'ai dit non, on peut pas. Maintenant, voilà, on va essayer de trouver d'autres solutions pour le travail sur résistance, etc. Et pourquoi pas dans quelques années investir. Mais c'est vrai que voilà, il y a constamment et moi je préfère que les coachs soient en demande, parce que des coachs en demande de matériel, ça veut dire que c'est des coachs qui se questionnent sur les situations qu'ils veulent mettre en place, c'est des coachs qui se questionnent sur leur méthode d'entraînement, sur ce qu'ils veulent faire et tout. Des coachs qui me demandent aucun matos,
Bon, alors évidemment, en demi-fond, c'est différent. Et c'est pas contre toi, Yvan. Non, c'est pas différent, faut pas Je croire. plaisante, hein, mais si tu veux, un coach qui en demande sans cesse de matériel, moi je trouve ça plutôt sain. Je trouve ça plutôt sain, que ce soit en muscu ou sur la piste, parce que c'est un coach qui veut avancer dans son projet de perf. Et, euh, et je le prends toujours du bon côté. Alors, je vais lui dire 9 fois non et une fois oui, mais la fois où je dirais oui, il sera content et le club aura avancé parce que ce coach-là a cherché à faire progresser ses méthodes, quoi. D'accord. Alors, pour revenir un peu plus concrètement, on va parler de l'homme, du directeur sportif. C'est tout. C'est quoi trois gros kiffs pour toi dans une saison, en fait? On est d'accord qu'un entraîneur, il a un athlète qui perf, il a beaucoup d'athlètes qui s'améliorent. C'est des critères de satisfaction. Pour un directeur sportif, ça va être quoi? Alors du coup, je me positionne vraiment comme directeur sportif parce que en tant qu'entraîneur, j'ai aussi ces D'accord, d'accord. satisfactions-là. Donc en fait, j'ai plein de satisfactions puisque en tant que DS, c'est vrai que il y a des moments marquants de la saison, hein. Les interclubs, c'est toujours un moment très marquant parce que on sent qu'on a réussi à créer, enfin quand on y arrive, hein, on n'y arrive pas tout le temps, mais quand on parvient à créer une cohésion d'équipe et que tu vois des jeunes qui se maquillent, qui font la fête, même si l'équipe a pas terminé première, c'est une énorme satisfaction. On a réussi vraiment à créer une cohésion. Après, toutes les épreuves collectives, les épreuves de relais, les épreuves, les équipes athlées, quand ça perf, on est super content parce qu'on sait que c'est un peu la cerise sur le gâteau, l'aboutissement d'un travail. Et puis nous, par rapport à notre projet sportif, c'est un petit peu ce qui se passe sur les France Avenir. Les France Avenir, c'est un petit peu la compète clé pour nous. Donc beaucoup de qualifiés, avoir beaucoup de qualifiés, avoir des médaillés si possible, hein. Il n'y en a pas tous les ans, mais quand il y en a, c'est quand même un sacré kiff parce que on a mis notre maillot tout en haut de l'échiquier français et c'est une vraie satisfaction. Il y a un travail qui a été bien mené, etc. Alors après, il y a aussi les sélectionnés internationaux, mais ça c'est encore plus rare, mais ça peut arriver. Dans le Val-de-Marne, on en a eu quelques-uns, y compris dans l'entente et dans d'autres clubs, bien sûr. Donc tout ça, c'est voilà, c'est des gros kiffs de DS, et c'est vraiment des choses qu'on après nous on va vendre à nos élus, collectivités, on communique vachement auprès de nos adhérents, regardez ce qu'on a réussi à faire, et c'est grâce à tout le monde. Donc voilà. Nous, ce qu'on a en plus, qui est très satisfaisant, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la partie événementielle. Donc mener un gros événement à bien, c'est aussi une grosse satisfaction. On a un semi-marathon sur Joinville qui est devenu un gros événement populaire, un petit peu comme vous à Charenton sur les foulées. Et puis nous, on a le meeting, hein, gros meeting régional qui commence à bien s'implanter là début juillet, qui est quand même reconnu par les athlètes, où on essaye d'avoir quelques trucs de base, où on met les athlètes dans de bonnes conditions, être à l'heure, tourner le sens du vent sur 100 mètres. Voilà, des trucs tout cons, des trucs, un programme très ouvert pour que tout le monde puisse participer, des horaires qui respectent les juges, hein, qui tirent pas à fond, voilà, des trucs de bon sens qui font que les coachs et les athlètes aiment bien venir. Pas de couloir 1 sur 400, enfin voilà, des trucs tout cons qu'on essaie de mettre en place. Tout simplement, le meeting marche bien et ça aussi, c'est une vraie satisfaction. Et puis d'avoir mené des équipes de bénévoles à partager ça, à construire ça, qui te suivent, ça aussi, c'est une vraie satisfaction. C'est clair, et je sais pas quand le podcast sera diffusé exactement, mais bon, pour avoir été à Joinville hier soir, c'est vrai que c'était, Ouais. voilà, on sent que ça tourne, et même, effectivement, même sur les hot dogs. Et c'est du détail, mais c'est vrai que c'est sûr que c'est du, Important. quand ce détail-là fonctionne, ça veut dire que le reste fonctionne bien aussi. Et tu as raison, je pense effectivement, pouvoir, avoir des adaptations techniques, pas, ouais, comme tu dis, pas faire courir dans le couloir, les 400 dans le couloir 1. C'est pas grand-chose, mais à un moment donné, et même pour les coachs après sur les choix de compète, c'est clair aussi que quand on préfère amener les athlètes qu'on a là où on sait que ça va bien se passer. Même si c'est toujours plus facile de critiquer que de faire, mais c'est clair que c'est un sujet, ouais. J'ai une bonne nouvelle pour toi par contre, hein, tu la connais déjà, mais vous pourrez amener un quart de supporter au France Avenir cette année, hein, parce que Ah ouais, ouais. ça va C'est pas loin. pas coûter trop cher. Ok. C'est vrai. Euh, Tu parlais aussi du rapport aux élus, aux institutions. Toi, ton positionnement là-dessus, parce que j'imagine, enfin, tu sais que j'ai fait un peu de cordeau sportive aussi au rugby. Ton positionnement,
le fait d'être visible ou pas par rapport, on va dire, aux élus du club, tout simplement. Pour toi, tu situerais le positionnement du directeur sportif à quel niveau? Parce est-ce qu'il doit être très... la réponse, elle est déjà dans la question, mais est-ce qu'il doit être très présent? Est-ce qu'il doit, au contraire, rester sur le terrain? Et évidemment, voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton rôle, finalement, vis-à-vis de la perception qu'on peut avoir du club pour les partenaires, quoi. Ça dépend du caractère du directeur sportif. Si on a envie que le projet sportif porte sa marque et soit mené de bout en bout, il va falloir être très présent auprès des élus, ça c'est sûr, c'est sûr. Après, si on veut juste voilà faire son taf et laisser la main aux autres de prendre des directions sur le projet, on peut aussi, mais c'est quand même des rôles où il y a une forme de passion, donc on n'a pas envie de laisser. On est quand même censé être la caution technique vis-à-vis des élus. Donc, si on nous a confié ce rôle-là, c'est pour une raison. On est censé avoir la compétence technique pour mener à bien. Le bilan, il est fait à la fin. Si le bilan il est pas bon, on remet les choses à plat. Mais tant que les choses sont faites et bien faites, il n'y a pas de raison de pas venir. Ouais, un comité directeur, il faut réussir à le convaincre que la méthode qu'on emploie est la bonne, que nos résultats par rapport à nos moyens sont bons. Et parfois, il n'y a même pas besoin de le convaincre quand tout est au vert. Mais il y a des choses des fois qu'on veut faire passer, ou au contraire, des choses que le comité directeur veut faire passer et qu'on ne veut pas. Il faut argumenter. Et puis la voix porte avec la légitimité des actions qui sont réalisées, hein, ça c'est évident. Après, on n'est pas le décideur ultime, hein. Le décideur ultime, c'est le comité directeur du club qui prend les décisions, mais je pense qu'il y a un énorme rôle à jouer par rapport à ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Enfin, ma question, elle était assez simple. C'est est-ce que t'es amené à mettre la cravate de temps en temps ou pas? Ah oui, oui. Oui, on va rencontrer monsieur le maire. C'est pareil, c'est plus le rôle du président, mais le président, c'est un truc bête, mais quand le président il vient avec son directeur sportif, bah déjà on est deux, il n'est pas tout seul déjà, on est deux. Moi j'ai des exemples de terrain tous les jours à faire remonter, j'ai des enjeux très clairs à exprimer, donc évidemment je suis un peu moins politique, je suis plus terrain, mais bien sûr ouais, de temps en temps il faut mettre la cravate et puis aller au charbon, c'est pas ce qu'on aime le plus, mais non, mais les collectivités sont des partenaires. La ville est un partenaire. On est sur le stade de la ville tous les jours, donc on peut pas être en conflit tout le temps. C'est pas possible. On n'avance pas. Donc il faut jouer de ce partenariat, trouver les intérêts pour chacun et faire avancer le projet. Très bien, très bien. Je crois qu'on a balayé pas mal de thèmes finalement en un temps presque record. On va aller sur le mot de la fin parce que bon, il y a plein de choses à développer. Puis le but du jeu, de toute façon, c'est de partager ces informations, on va dire sur le territoire du Val-de-Marne, que ça inspire, que ça fasse réfléchir ou pas. D'ailleurs, c'est pas une obligation. On va dire maintenant pour toi aujourd'hui le mot de la fin, un souhait, une ambition personnelle ou collective forcément pour la saison estivale 2026. Donc là, je te demande de te mouiller un petit peu. Mais tu sais bien comment on est. C'est juste pour avoir des choses à se dire dans 2 mois, quoi. Niveau perso, c'est plus forcément au niveau des athlètes que j'entraîne. Donc bon, c'est pas tellement le sujet là, mais évidemment qu'ils réussissent leur saison. Donc ça c'est une évidence. Mais je pense que tous les coachs on en est là à l'heure actuelle. Au niveau collectif, bah, on a des interclubs la semaine prochaine, donc je pense que l'interview sera publiée après, mais on souhaite évidemment le meilleur résultat possible pour nos équipes. Je vais pas afficher ici ce que j'attends en nombre de points ou en place, parce que ce serait un peu mettre la charrue avant les bœufs, surtout que peut tout se passer dans la semaine d'interclub, on le sait. Il y a une buvette à Joinville début juillet pour en parler si tu veux. Voilà, donc que ça se passe bien au niveau de nos inters, au niveau de nos athlètes, que moi ce que j'avais fixé vraiment comme objectif aussi aux entraîneurs, il y a la perf, mais surtout je veux que les athlètes s'inscrivent dans le projet du club
qui viennent pas un an et qui repartent, quoi. C'est ça le truc, c'est garder vos athlètes, faites-les adhérer au projet, à vos méthodes, année après année, suivez ce qu'ils font. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors, évidemment qu'ils progressent, c'est sûr. S'ils progressent pas, de toute façon, ils partiront. Mais voilà, c'est vraiment qui est une identité quoi sur notre club et que les coachs soient capables de garder leurs athlètes année après année. Ça, c'est vraiment un truc que j'attends d'eux. Et puis voilà, que des réussites individuelles, que nos événements soient suivis par les athlètes, là, les meetings qu'on organise avec beaucoup de participation, et puis voilà, une grosse présence de mon club sur un max de compètes, c'est évidemment ce que je souhaite. Ok, c'est complet quand même, hein. C'est un bon objectif. C'est beaucoup, ouais, mais bon, on est ambitieux. On va clore ton interview aujourd'hui. C'était très intéressant parce qu'on s'était posé la question d'élargir un peu le champ. On veut rester sur Couloir 9-4 sur des sujets techniques pour les entraîneurs, mais on avait envie un peu d'ouvrir ce champ-là parce que oui, l'athlète, faut que ça s'exprime, faut que ça tourne. Et je pense que tu as répondu à beaucoup de questions et beaucoup de points qui intéresseront. Donc merci encore Lucas. Et puis Merci de m'avoir interviewé. À la dispo de chacun, si je peux aider ou répondre à des questions ou échanger. on le fera relayer aussi. Et merci encore. Ça marche. Salut.